Nous allons parler d'abord des États-Unis. Les sondages sont favorables à Joe Biden, candidat démocrate pour la présidentielle. On parlera aussi du Mali. La junte donne 3 mois à Ibrahim Boubacar Keïta pour se soigner. L'ancien président s'est envolé pour Abu Dhabi. Nous irons en Guinée. La présidentielle, Cellou Dalein Diallo est candidat. Et puis le Togo, on va parler de la loi sur l'identification biométrique. Y a-t-il matière à suspicion? Voilà le menu. Ce sera avec Marc Aboflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de New York TV. Face à vous, Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir Marc, bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Merci. Nous commençons avec les États-Unis. Moqués après l'élection de Donald Trump qu'ils annonçaient pourtant perdant en 2016, les instituts de sondage sont encore largement consultés par les médias américains, alors que la convention démocrate s'est terminée depuis le 20 août dernier. Joe Biden est toujours en tête dans les sondages du pays. Le site Real Clear Politics, qui additionne toutes les enquêtes, donne 7,6 points d'avance au candidat démocrate sur Donald Trump, qui a été officiellement investi le lundi dernier par les républicains pour tenter de se succéder à lui-même. D'abord, première question, Marc Aboflan. Est-ce qu'on peut tout de go, si on remonte à 2016 par exemple, accuser les instituts de sondage de s'être trompés? Parce que dans les chiffres, ces instituts ne se sont pas trompés. Oui, les instituts de sondage ne se sont pas trompés, mais ils se sont, on peut dire oui et non, en réalité, dans la mesure où ils ont fait quand même une lecture réaliste du vote populaire. Ils n'ont certainement pas pris en compte le système de vote des États-Unis, où il y a et le vote populaire et les grands électeurs qui déterminent. La preuve, sur les dernières élections, on a vu Hillary Clinton, qui était largement en avance sur Donald Trump, plus de 8 millions de voix d'avance. Et puis derrière, on a un Donald Trump qui est venu avec moins de 3 millions de voix par rapport à Hillary, mais qui, derrière, a justement largement remporté le vote des grands électeurs. Et donc, à mon avis, les médias américains sont devenus des spécialistes de la prédiction. Mais les instituts de sondage ont montré leurs limites face aussi à la poussée extrémiste dans le monde. Et vous avez vu avec l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, avec l'arrivée de Donald Trump, avec un certain vent qui souffle sur le monde aujourd'hui, on a constaté que les peuples, surtout du côté occidental de la planète, sont plutôt favorables à des va-t-en-guerre à la tête de leur pays. C'est des gens qui sont plutôt favorables aussi à la cassure du système politique qui existait. On l'a vu avec l'avènement d'un certain Macron en France. Et donc, à mon avis, ce qui va se passer aux États-Unis, on ne peut pas dire que les instituts de sondage se sont totalement trompés, mais on ne pourra pas non plus compter sur eux pour faire des prédictions réalistes, parce que, comme on le dit justement, ça demeure des prédictions qui peuvent être fausses. Comment vous expliquez que, malgré le fait que ces instituts de sondage aient été démentis en 2016, les Américains continuent quand même par les consulter tous les jours, par suivre les tendances? Oui, c'est tout simplement parce que il y a forte matière à accréditer ce que les instituts de sondage avancent souvent comme chiffres par rapport aux tendances qui se dégageraient d'un candidat à un autre, qu'on soit du côté démocrate ou du côté des républicains. Et vous savez que la tendance actuelle sont les dérives du président américain dans ses shows. Et il est même lâché par plusieurs de ses proches. Ceux-là qui ont eu à collaborer avec lui à la Maison-Blanche en ont fait les frais et ils n'ont pas raté. Ils continuent d'ailleurs d'être offensifs à l'endroit du locataire de la Maison-Blanche. La dernière en date est ce monsieur Cohen, qui a été l'un de ses avocats, qui a fait avec lui la Maison-Blanche, qui va sortir un livre explosif. Et d'ailleurs, il est le troisième à sortir déjà des bouquins en ce sens. Ce qui veut dire quand même que les instituts de sondage ne se livrent pas à une livraison de chiffres ronflants pour juste amuser la galerie et faire rehausser l'image d'un camp contre un autre. C'est des faits qui sont certes virtuels et estimatifs, mais
qui, à un moment donné, résume la mentalité et le positionnement de chaque électeur américain vis-à-vis de tel ou tel candidat. Actuellement, vous savez que Donald Trump a détruit les relations internationales, pratiquement détruit les relations internationales avec l'histoire d'Israël et de la question de Jérusalem. Si aujourd'hui, non seulement avec cette histoire, mais plus avec la Chine, avec la guerre qu'il y a entre les États-Unis et la Chine à travers Donald Trump, il a fauché beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, sondage ou pas, tout est clair que même si on sent une certaine nonchalance du côté du candidat démocrate, il y a fort à parier que Donald Trump serait forcément devancé dans les sondages, même dans les urnes, par ce candidat-là, qui a une colistière qui n'est pas non plus à négliger dans cette posture politique aux États-Unis. Aujourd'hui, beaucoup d'extérieurs jouent contre Donald Trump. C'est-à-dire que même si la Russie essaie de jouer en faveur de Trump pour pouvoir maintenir certains accords, ce n'est pas toujours évident parce que les États-Unis, c'est toujours les Américains d'abord, comme ils l'ont toujours dit. Et les États-Unis, c'est aussi une question de majorité, une question de minorité. Et si une partie de la majorité arrive à basculer du côté de ces minorités, il est fort à parier que Donald Trump ne sera plus président de la République en novembre 2020. Alors, quand on prend toujours sur la base de ces mêmes sondages, en 2016, c'était 3,2 points d'avance qui étaient donnés à Hillary Clinton. Aujourd'hui, c'est 7,6 points qui est donné à Joe Biden. L'écart est quand même, j'allais dire, plus important, considérable que par rapport à 2016. Oui, l'écart, c'est vrai, est important, mais cet écart-là, vu à l'aune des grands électeurs, peut rapidement être discutable. Et à mon avis, le système électoral américain est particulier. Et je suis même plutôt persuadé que ceux qui font foi aujourd'hui beaucoup plus au sondage, c'est plutôt l'extérieur de l'Amérique que l'Amérique elle-même. Parce que les Américains, en portant leur choix sur Donald Trump, voulaient aussi dire un peu qu'ils en avaient marre de cette classe politique qui était donc mise en place par les Américains, qui était censée privilégier les intérêts américains, mais qui au finish a été plutôt laxiste quand il s'agissait de s'occuper de l'Amérique, mais qui avait plusieurs champs à l'extérieur, notamment le cas de l'Irak, Afghanistan, le cas de l'Iran, le cas aussi en Afrique de l'intervention en Libye. On a vu les relations plutôt cordiales que les États-Unis entretenaient avec la Chine, les relations ambiguës entre Israël et Palestine, où on ne retrouvait pas vraiment la place des USA, qui ont toujours été, et au sein de l'opinion, qui ont toujours été très très favorables à une Amérique pro-Israël. Et je pense que Trump a surfé sur ça. Quoi qu'on puisse reprocher à sa gouvernance, je suis persuadé que quel que soit celui qui a été président, il n'aurait pas mieux fait. Surtout quand on sait qu'il a traversé quand même un certain nombre de crises majeures, dont la pandémie à coronavirus, excusez-moi. Et il est resté fidèle à un certain nombre de ses promesses. Il a quand même tenté, même si on ne peut pas dire totalement que c'est une réussite aujourd'hui, un rapprochement avec Pyongyang. Il a brisé ce lien intéressant là qu'il y avait entre la Chine et les États-Unis, qui faisait même qu'à un moment donné, l'on considérait la Chine comme dominant les relations entre les États-Unis et la Chine. Il a en tout cas aux yeux de l'opinion réussi à briser ce mythe en s'en prenant à un certain nombre de symboles de la réussite chinoise, notamment Huawei et des entreprises dans le domaine de la technologie. Il a aussi, sur les questions d'immigration, été, quoi qu'on dise, très très strict, surtout par rapport à tout ce qui est immigration ou ouverture à l'immigration vers les pays du Sud. Et je pense qu'il y a une certaine opinion, ou en tout cas une grande opinion, qui est très très favorable à cela. Il symbolise une Amérique forte. Il symbolise l'Amérique dont les Américains rêvent. Et pas seulement la majorité d'Américains, mais une certaine minorité aussi finalement. Parce que quand ils quittent leurs différents pays issus des migrations et qu'ils intègrent finalement ce rêve américain-là, ils ont envie que ce rêve soit protégé de tous les autres qui peuvent venir. Et donc, à mon avis, Trump
être relancé. On a vu comment il a été tonitruant au cours de la convention républicaine. Et quoi que disent les sondages aujourd'hui, il faut rappeler qu'en face, Joe Biden ne fait pas le poids. D'abord, il faut rappeler son parcours politique qui a été émaillé de beaucoup de scandales, qui n'a pas été de gros succès. On en a vu comment Obama s'est débarrassé de lui finalement sur son second mandat. Et puis, sa colistière qui n'est pas finalement noire, comme beaucoup l'auraient voulu. Kamala Harris, qui, malgré son parcours assez intéressant, est, à mon avis, un frein pour Joe Biden dans la conquête des minorités. Et comme je le dis toujours, les démocrates ont péché en faisant le choix de Joe Biden. C'est un choix par défaut. Ce n'est pas le candidat qui porte une vision autre de l'Amérique pour lequel les Américains voudront voter, mais tous ceux qui sont pro-Biden aujourd'hui, en réalité, sont des anti-Trump. Et ce qui va se jouer à l'élection de novembre prochain, ce sera un référendum anti ou pour Trump. Et donc, je suis persuadé, et à l'aune de ces sondages-là, que même si Trump éventuellement ne remporte pas le vote populaire, et les grands électeurs lui seront plutôt favorables. Oui, justement, parce que c'est ça la particularité du système américain, ce sont les grands électeurs. Et il faut peut-être aussi expliquer les choses à ceux qui nous suivent. C'est qu'au niveau des États-Unis, il y a le principe du winner takes all, c'est-à-dire le gagnant rafle tout. Si vous avez gagné un État, vous avez tous les grands électeurs. C'est pas qu'on vous partage les grands électeurs. S'il y a par exemple 38 grands électeurs quelque part, et que le jour du vote, parce qu'après les grands électeurs votent, les 38, vous avez un peu plus de la moitié, c'est-à-dire 20 qui votent pour vous, donc, toutes les 38 voix vous reviennent. Et ça fait que, même si les sondages vous placent en tête, vous n'êtes pas assuré de gagner. Oui, c'est une évidence américaine. Sauf que cette fois-ci, la réalité risque de rattraper Donald Trump. D'autant plus que dans son propre camp, il y a des défections qui se font sentir dans sa propre famille biologique. La nièce qui avait écrit un livre aussi explosif en juillet dernier. Vous n'avez pas l'impression que Donald Trump, lui, il adore ces genres de scandales, il se nourrit de ça politiquement? Oui, ça ce scandale le replace même au devant de la scène. C'est ce qui n'est pas politiquement correct. C'est-à-dire que un politique... Lui, il a montré qu'il s'en fiche du politiquement correct. Oui, quand on s'en fiche du politiquement correct, là, on est en déphasage avec une certaine réalité, une certaine opinion. Et ce n'est pas propre aux États-Unis, c'est propre à tous les pays qui sont d'obédience démocratique et qui ont une assise institutionnelle forte. C'est dire qu'en réalité, Donald Trump est en train de commettre des erreurs. Des erreurs monumentales qui risquent de le coûter dans le camp républicain. Déjà, des voix, pas des moindres, sont en train de l'éviter. Ils l'ont même clamé. Comme quoi, ce monsieur, il est dangereux pour la République, il est dangereux pour les États-Unis, parce que quand vous suivez le comportement de la personne, toute personne lambda qui est de loin voit ce monsieur avec, d'ailleurs, on tire 7 balles derrière le dos d'un Américain, quelqu'un qui soit afro ou pas, il est né aux États-Unis, il est afro-descendant, il est toujours américain, il n'est même pas allé chez la famille, il va plutôt féliciter la famille ou envoyer des compassions à la famille d'un suprémaciste blanc, un jeune qui a été tué. Donc, ces clivages-là ne sont pas forcément du camp de la minorité noire, ni afro, ni pro-mexicain. C'est aussi de la tendance blanche. Parce que ce qui marche, souvent, la dernière fois quand ils ont marché à la place du 63 de Martin Luther King, la majorité c'était des blancs. La majorité était des blancs. Alors ces blancs-là, ils viennent d'où? Alors, ils tirent encore actuellement dans le camp des vétérans de la guerre de la guerre d'Irak. Quand il racontait, il y a un documentaire qui le présentait comme quelqu'un qui insultait comme des vauriens. Mais déjà, il y a... Le sondage qui a été mené, c'est que ces gens-là ne vont pas voter Donald Trump. Alors que ces gens-là, c'est ceux sur qui beaucoup d'Américains ont porté leur espoir, notamment dans la guerre du Vietnam. C'est ces anciens-là qui ont des milliers de familles qui sont derrière, qui ont porté l'Amérique, qui ont fait de l'Amérique sa puissance. Mais dire à ces gens-là que vous êtes des vauriens aujourd'hui, ça voudra dire que c'est dénier l'effort immense
que ces gens-là ont fait pour porter l'Amérique là où il est avant que lui ne devienne président. D'accord. Donc aujourd'hui, il est Moi, clair. j'ai l'impression, hein. Il est clair que c'est vrai que le jeu sera pas compliqué, difficile, mais au final, quelle que soit la moutonnerie ou comment vous l'appelez, la nonchalance du candidat qui est en face, les gens, comme tu l'as si bien dit, c'est un référendum contre un président presque schizophrène, presque. Vous savez, à mon presque un avis, problème. le Donald Trump qu'on connaît aujourd'hui président n'est pas aussi différent du Donald Trump candidat ou du Donald Trump milliardaire, du Donald Trump one-man show qu'on a connu. Et les Américains étaient conscients de tout ça. Ils sont quand même allés faire ce choix. Et je pense, ici même sur ce plateau, il y a 4 ans, on faisait de belles analyses en disant que quoi qu'il arrive, les Américains n'étaient pas prêts à porter un suprémaciste affiché. C'est ça aussi Donald Trump à la tête de la Maison-Blanche. Mais tous nos prédictions ont été malheureusement déjouées. Et il faut rappeler qu'à l'époque, Donald Trump avait quand même en face un candidat qui faisait le poids, qui avait un parcours riche, qui n'avait pas autant de scandales, à part le scandale d'email, il n'y avait pas vraiment derrière. Sauf que c'est une femme. Autant. Les Américains n'étaient pas prêts à voter pour une Au-delà femme. même du fait qu'elle était une femme, le fait même qu'elle était une femme, parce que l'Amérique a évolué, hein, contrairement à notre continent. Et le fait même qu'elle était une femme aurait dû représenter une force pour elle. Mais on a vu comment Trump l'a laminé avec le résultat final des grands électeurs. Et moi, j'estime aujourd'hui que Trump est resté fidèle à cette logique-là pour laquelle les Américains l'ont élu. Jamais, comme un certain Obama, par exemple, Trump n'a été le président de compromis. À chaque fois que et le Sénat et la Chambre ne voulaient pas adopter ces résolutions, il y allait par décret. Il a trouvé le moyen de faire respecter les promesses qu'il a faites aux Américains. Et c'est vrai qu'il y a des clivages où il fait un certain nombre de choses, notamment cette action envers ce jeune suprémaciste blanc, qu'on ne conçoit pas forcément comme politiquement correct, mais qui font partie de la personnalité de Trump avant même qu'il ne devienne président, et que les gens ont voulu, les gens ont accepté. Et ils à l'ont mon avis, expérimenté. il n'y a pas eu de grand changement. C'est-à-dire, si on avait redécouvert un autre Trump, peut-être plus exubérant, plus exagéré que celui qu'on avait connu, ce serait intéressant. Mais tous les analystes sont d'accord pour vous dire que le Trump président a été plutôt réglo par rapport au Trump animateur de show milliardaire qu'on connaissait. Donc, à mon avis, il a tout pour faire un nouveau bail de 4 ans à la Maison-Blanche. Et puisqu'en face, la concurrence n'y est pas. Et quand vous lisez ces sondages, surtout à l'aune des analyses de mon confrère, vous vous dites que s'il y a un tel rejet de Trump, les sondages donneraient plus de 10 points d'avance à Joe, ou en tout cas de l'avance conséquente. Hillary, je me rappelle, avant d'être à 3, Hillary était... en tout cas en début de campagne par rapport à Trump, il y avait entre 12 et 15 points d'avance sur le premier sondage. Aujourd'hui, nous sommes encore à 2-3 mois des élections et l'écart, ce n'est que 7 points. Et je parie que avant la fin, en tout cas l'approche des élections, cet écart va aller à se réduisant. Première pause et on revient pour le second sujet.